La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Bonsoir Dakar, bonsoir Lomé, bonsoir Abidjan, N'Djamena, bonsoir Niger, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue dans votre émission Fenêtre de l'Afrique sur Radio Canal K et sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance du peuple togolais et du peuple africain. À l'instar d'un tribunal de Ziguinchor, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur la liste électorale. Quelles sont les conséquences de cette décision? On va parler avec notre invité en ligne depuis Dakar au Sénégal. Au Togo, le mandat des députés à l'Assemblée nationale expire le 31 décembre prochain. Le découpage électoral et le fichier électoral posent problème. Dans quelles conditions l'opposition togolaise va-t-elle participer à ces élections? Commentaires et analyses également avec nos invités. Et on retrouve tout de suite ici même au studio de Radio Avou l'été. Kosibi Oyono d'Agbignon, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous nos panélistes. Ici encore une fois, nous sommes à la Radio Avou l'été, qui veut dire la lutte continue. Donc merci beaucoup pour cette radio qui nous permet de temps en temps de déclarer ou bien de faire nos communiqués envers notre peuple, d'autant plus que c'est une radio de la diaspora. Une radio de la diaspora africaine de résistance. Alors, Kosibi Oyono d'Agbignon, vous êtes président de CADD, une organisation bien de la société civile, citoyen en action pour la démocratie et le développement. On va retrouver en Afrique et plus précisément à Dakar, Mamadou Mbodj, bonsoir depuis Dakar. Bonsoir, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les panélistes et à tous les auditeurs. Alors, Mamadou Mbodj, c'est la deuxième fois que vous participez à cette émission depuis Dakar au Sénégal. Je rappelle que vous êtes coordinateur de F24, une coalition de l'opposition et de la société civile sénégalaise. Et va également participer à cette émission depuis le Canada. Il n'est plus à présenter la diaspora africaine, notamment togolaise. Tché Nyamasadi, Lorsonerou, bonsoir. Je ne pense pas que Thé nous entend, mais on va quand même y aller. Thé ne nous entend pas. Il va nous rejoindre plus tard. Alors, Mamadou Mbodj, puisque vous êtes au Sénégal, à Dakar, on va parler de l'opposant Ousmane Sonko. Cela même qui fait la fierté de tous les Africains d'ailleurs, un jeune panafricain d'ailleurs. Elle a, à l'instar d'un tribunal de Ziguinchor, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko à la liste électorale. Alors, Mamadou Mbodj, d'abord, comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie par la population sénégalaise? La nouvelle a été accueillie avec satisfaction, soulagement, mais également avec peut-être un peu d'inquiétude. Parce que depuis très longtemps, les populations ont compris que le gouvernement de Macky Sall s'attelle à utiliser les moyens de l'État pour que M. Ousmane Sonko ne puisse pas participer aux élections. Et donc, il y a tous les artifices juridico-politiques, toutes les formes d'entrave à la liberté, à toutes les formes de violation de ces droits ont été utilisées, des violences, des interdictions. Et donc, à un moment donné, les populations ont senti vraiment que c'était presque perdu que M. Ousmane Sonko puisse participer aux élections. Heureusement que avec certains juges qui ont une grandeur d'esprit, un peu de dignité, ils ont pu, depuis Ziguinchor, avec le juge Sabassi Faye, dire non à l'État et donc donner un verdict conforme au droit. Et les contre-attaques des avocats de l'État n'ont pas donné grand-chose parce que la Cour suprême a renvoyé au tribunal de grande instance de Dakar. Et là, à partir de ce moment-là, tout le monde disait en fait que c'était un dilatoire infini et que finalement, M. Ousmane Sonko ne risquait pas d'aller aux élections. Heureusement que le juge a décidé
qu'il en sera ainsi, qu'il faut le réintégrer, mais évidemment, il y a un peu d'inquiétude parce que on a vu que lorsque M. Sabassi, le juge de Ziguinchor, avait pris la décision, une ordonnance exécutoire, la DGE avait refusé d'exécuter. Le ministère de l'Intérieur a refusé d'exécuter. Et donc, malgré les injonctions de la Sénat, laquelle a été dissoute immédiatement, M. Sonko n'a pas reçu ses fiches. Ce qui fait que, aujourd'hui encore, étant donné que dès que le verdict est tombé, les avocats de l'État ont décidé de se pourvoir en cassation, il y a un peu d'inquiétude à savoir que demain, lundi ou mardi, la DGE pourrait encore refuser de donner des fiches à M. Macky Sall et donc le dilatoire va continuer. Et ça, c'est la marque d'inquiétude. Mais lorsque la nouvelle est tombée, dans les marchés de poissons, dans les marchés, dans les rues, il y a eu beaucoup de manifestations de joie. Pour montrer que, évidemment, il y avait un grand soulagement. D'accord. Mamadou Mbodj, on est content en tant que panafricain que la mobilisation continue au Sénégal et partout d'ailleurs en Afrique où les Africains veulent combattre pour leur souveraineté. Alors Mamadou Mbodj, avant de relancer ici même au studio notre invité panafricain Kosivi Oyono d'Agbignon. Alors Mamadou Mbodj, je le rappelle tantôt que vous êtes premier responsable et coordinateur d'un grand mouvement F24 qui regroupe la société civile et l'opposition sénégalaise. Alors dans cette affaire où on sait que Ousmane Sonko est toujours en prison, les avocats du gouvernement veulent ce pouvoir en cassation. Or, justement, cette procédure n'est pas suspensive de la décision. Pourquoi l'État s'acharne-t-il autant, Mamadou Mbodj? L'État s'acharne sur Ousmane Sonko pour plusieurs raisons. Il faut considérer que M. Ousmane Sonko s'est révélé au grand public par son intégrité, par sa droiture, mais également par des dénonciations qui remettent en cause le système. Et tous les gens du système, à commencer par le président, évidemment, ont considéré que s'il venait à être élu, évidemment, il perdrait tous les avantages. Donc, c'est la survie du système, c'est la survie de toute une classe politique qui est en jeu. D'autant plus que le parti de Ousmane Sonko fonctionne sur de nouveaux paradigmes totalement différents de celui qui existait jusqu'à présent, parce que figurez-vous que dans le parti de Ousmane Sonko, ce sont les militants qui financent le parti. Alors qu'ailleurs, ce sont les dirigeants, les oligarques, les plutocrates qui sont là et qui donnent de l'argent aux autres, et donc qui les financent et qui tiennent les militants. Ce qui fait qu'il y a tout un renversement paradigmatique qui va s'opérer à tous les niveaux si M. Ousmane Sonko venait à prendre le pouvoir. Et donc, ils se sentent menacés, d'autant plus qu'il y a énormément de scandales étouffés, scandales financiers, des crimes économiques. Il y a eu, notamment avec la crise de Covid-19, il y a eu 1000 milliards qui ont été plus ou moins mobilisés. Et on s'est rendu compte qu'il y a 9 ministères qui sont impliqués dans une sorte de bamboula au moment où les Sénégalais mouraient, les Sénégalais étaient dans l'inquiétude. Et donc, c'est des scandales à répétition qui sont là et tous sont inquiets de devoir répondre leurs actes, de devoir rendre compte. Et tout cela fait que, justement, toute l'oligarchie a peur, toute l'oligarchie craint que M. Ousmane Sonko arrive au pouvoir et remet toute la question, qu'ils aillent en prison ou qu'ils perdent le privilège. D'accord. Alors, maintenant, on va voir la réaction d'un panafricain togolais au studio. Kosivi Oyono, merci d'être au studio. Vous avez suivi le doyen Mamadou Mbodj depuis Dakar au Sénégal. La population, on dirait donc que les Sénégalais sont très contents d'ailleurs de cette nouvelle, de cette réintégration de l'opposant Ousmane Sonko, qui est toujours d'ailleurs gardé en prison. Alors, quelle est votre réaction? Le juge l'a réintégré. Il pourrait éventuellement être candidat en février 2024 prochain. Merci beaucoup pour cette question. Je remercie aussi vivement le frère depuis Dakar. Mamadou Mbodj. Oui, donc du coup, nous partageons vivement cette joie avec le peuple sénégalais. Bien que, malgré tout, vous savez bien que quand PASTEF, son parti émergeait,
Ils sont aussi divisés là-bas. Il y a certains qui soutiennent toujours Macky Sall. Même ici à Fribourg, je dis, ah, voilà, Sonko est réintégré. C'était dit, ah, non, qu'ils ne veulent pas Sonko. Vous voyez, ça reste toujours anguille sous roche, une frange de cette population, voilà, qui n'est pas pour la démocratie, tu comprends. Mais une fois que moi, j'ai appris cette nouvelle, j'ai écrit sur ma page Facebook, vive la restauration de la démocratie au Sénégal. Vous comprenez que le Sénégal, voilà, c'est un État exemplaire en matière de démocratie depuis fort longtemps, depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, et puis on a passé par Wade. Aujourd'hui, c'est Macky Sall. Et on a vu quelques mouvements de turbulence avec Wade. Et on voit la même chose avec Macky Sall, mais on s'est posé beaucoup de questions. Vous savez bien, ici en Suisse, moi j'ai participé à la première manifestation de PASTEF à la Place des Nations pour comprendre au mieux ce qui se passe au Sénégal, parce que j'ai été étonné que des pays comme le Togo, des pays comme le Mali, des pays comme la Guinée et d'autres pays allaient là-bas à la Place des Nations pour pleurer la démocratie, et ce jour-là, on était parti pour pleurer la démocratie au Sénégal. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez? Donc, comment dit-on, cette nouvelle a été vraiment, vraiment un coup de gras, et j'avais écrit « Vive la restauration de la démocratie au Sénégal ». Mais c'est pas encore fini, Ousmane Sonko est toujours gardé en prison. On parle de ce pouvoir qui peut aussi, pouvoir en cassation. Alors, Mamadou Mbodja, il y a certains juristes et politiciens soutiennent qu'il faut une décision définitive, donc celle de la Cour de cassation, pour exécuter une décision dans une telle affaire. Comment est-ce que vous le comprenez? Comment est-ce que vous concevez ce côté juridique de cette affaire, Mamadou Mbodja? Ben, écoutez, on est habitué à l'utilisation, à l'instrumentalisation de la justice. Donc, depuis 2012, on a vu que M. Khalifa Sall, qui était député, a été emprisonné. Et ses droits ont été bafoués à plusieurs reprises, ce que les juridictions internationales ont reconnu. On a eu la même chose avec Karim Wade. Maintenant, on voit que on utilise des artifices juridico-politiques pour entraver l'éligibilité de M. Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, la loi électorale dispose que lorsque il y a une ordonnance de justice, elle est exécutoire en matière électorale, immédiatement exécutoire. Or, justement, ils vont normalement non seulement arguer d'un pouvoir de cassation suspensif, mais encore, lorsque on regarde de près, il est question de contumace. M. Ousmane Sonko serait condamné par contumace, alors qu'en ce moment précis, tout le monde savait où est-ce qu'il est. Et si le juge a eu le courage, c'est parce qu'aussi, même du point de vue légal, on n'a pas respecté les procédures de radiation. Donc, le juge a considéré qu'il n'y a pas radiation de M. Ousmane Sonko, il n'y a pas contumace, et donc, de ce point de vue, tout ce qui est à la base des arrestations, des persécutions de M. Sonko, tout est totalement faux. C'est des voies de fait. C'est en fait un gouvernement qui est hors la loi, qui est dans le non-droit. Et donc, il n'y a pas à chercher le but d'accusateur. C'est-à-dire qu'on impose aux gens des considérations qui ne sont pas légales, qui ne sont pas de la loi. Aujourd'hui, la Cour suprême va devoir se saisir de ce pouvoir en cassation, bon, avec de nouvelles dispositions, heureusement. Parce que c'est donc un ensemble de juges qui vont s'en occuper, et je ne crois pas, les gens pensent que de toute façon, il ne pourra rien faire. On a vu qu'ils utilisent même des faux procès-verbaux, etc., pour maintenir M. Ousmane Sonko en prison, pour maintenir M. Ousmane Sonko hors de la course de la présidentielle. Mais il n'y a pas de légalité dans ce qu'ils font. D'accord. Alors, on va voir si Thi Nyamasadi Lossonelou depuis le Canada nous reçoit. Thi Nyamasadi Lossonelou, rebonsoir depuis le Canada. Bonsoir Ramos, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Canada et de Radio Avulité. Permettez-moi de saluer tous les Panafricains et tous les Togolais qui sont branchés à cette émission. Je salue M. Mohamed et Monsieur Mamadou, Isabelle Mamadou Mbodja depuis Dakar.
Ah, pardon, monsieur Mamadou. Et puis, je salue également mon frère et ami qui est avec toi au studio, monsieur Dabovi. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau, monsieur Amos. D'accord. Alors, vous avez suivi attentivement Mamadou Mbodjo depuis Sénégal au Dakar. Les Sénégalais sont très contents. Liesse populaire au Sénégal. Donc, on fait confiance totale à l'opposant Ousmane Sonko, qui est toujours en prison. Il est accusé, entre autres, de corruption de la jeunesse. Donc, la jeunesse s'est réveillée, mais on nous dit maintenant que c'est Ousmane Sonko qui corrompt la jeunesse. Non, pas du tout. On est réveillé là. Donc, comment avez-vous reçu cette nouvelle de réintégration d'Ousmane Sonko sur la liste électorale? Oui, je pense que c'est une victoire de la démocratie. C'est une victoire, je dirais, de la jeunesse sénégalaise, de la société civile, en fait, tout simplement de la justice sénégalaise. Vous savez, une démocratie, c'est des piliers qui portent sur le diplôme à une démocratie fonctionnelle. Ça prend d'abord une justice indépendante vis-à-vis de l'exécutif. Ça prend un parlement qui est capable de représenter les populations. Eh bien, ça prend aussi le respect des textes, la constitution, des élections libres et démocratiques, une bonne gouvernance et aussi des questions de droits de l'homme. Nous voyons dans la configuration des tractations et je dirais de toute l'ambiguïté qui entoure la démarche du président sénégalais, on a le sentiment qu'il veut écarter Sonko de la course présidentielle. Alors, cette démarche est à l'encontre des principes démocratiques qui voudraient que l'élection soit libre et démocratique, transparente et que tous les Sénégalais puissent participer. Mais ici, on est en train de constater qu'il y a une démarche d'écarter Ousmane Sonko. D'accord. On enfreint comme ça le principe de la démocratie et la justice sénégalaise, avec sa décision, est vraiment quelque chose qui fait honneur à la démocratie sénégalaise. Maintenant, il faut rester prudent parce que il me semble que Sonko a jusqu'au 26 décembre pour pouvoir déposer sa candidature. Il y a la question de parrainage, donc le temps est un peu en train de tourner contre lui. Il va falloir donc plus toutes les autres artefacts de blocage que le pouvoir du président sénégalais est en train de mettre en place. Il va falloir donc faire diligence pour déjouer ce plan machiavélique qui veut empêcher la jeunesse sénégalaise, la nouvelle vision, n'est-ce pas, d'émerger au Sénégal. Tout à fait. Alors, Mamadou Mbodjo, l'inquiétude elle est là. Donc, à supposer, on le veut bien, les Africains le veulent bien, surtout la jeunesse africaine veut bien. Alors, à supposer que Ousmane Sonko soit autorisé à concourir, c'est l'inquiétude de relever tout à l'heure également par Thierry Lawson aussi, c'est tout à fait normal. Est-ce que Ousmane Sonko aurait-il, sa langue de bois, matériellement le temps de rassembler les parrainages? Mamadou Mbodjo depuis Dakar. Non, Ousmane Sonko n'aura pas un problème de parrainage parce que les militants sont là, ils sont disponibles. Je crois que même pour 2 jours, même pour le parrainage citoyen, il n'y a pas de problème. Maintenant, puisque les Sénégalais sont déjà mobilisés massivement. Ah oui, les Sénégalais, les pastéfiens, les militants jeunes sont très mobilisés et ils ont refusé de parrainer les autres. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. D'autant plus que M. Ousmane Sonko avait désigné Bassirou Diomaye Faye pour le représenter au cas où il ne serait pas éligible. Et donc, il y a le parrainage citoyen, il n'y a pas de problème. Il y a le parrainage des élus, donc c'est 13 députés qu'il faut. M. Ousmane Sonko a 2 fois ce qu'il faut pour être élu, ou en tout cas être parrainé, mais également même choisir quelqu'un d'autre pour être parrainé. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de grosse inquiétude par rapport à cela. Vous y croyez vraiment? Vous y croyez vraiment, Mamadou Mbodjo? Est-ce que le temps ne joue pas contre vous? Quand je dis contre vous, c'est-à-dire, je sais que votre mouvement soutient Ousmane Sonko.
Ah oui, oui, le mouvement, dans la charte du mouvement retenu, l'inclusivité. Il faut se battre pour qu'il y ait des élections inclusives. Donc, on doit tout faire pour que Ousmane Sonko soit candidat. Maintenant, on y croit, oui, parce que la loi, les dispositions légales permettent de le faire. Maintenant, avec peut-être quelques retenues, parce que si un État utilise tous les moyens qu'il faut pour empêcher quelqu'un d'aller à la présidentielle, évidemment, il pourrait y réussir. Mais il faut admettre qu'il y a une alternative. Parce qu'en dehors de Bassirou Diomaye Faye, il y a d'autres possibilités pour que le pouvoir, en tout cas qu'il y ait un changement dans la paix et la stabilité. Parce qu'en vérité, si les Sénégalais ne sont pas dans la rue pour se battre tout le temps, c'est parce qu'ils évitent le chaos. C'est parce qu'ils pensent qu'avec le vote, de toutes les manières, il y aura changement. Et que même si Ousmane Sonko désignait quelqu'un, ce gars gagnerait les élections. Donc c'est cet espoir-là qui fait justement qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas dans la rue pour se battre, mais ce n'est pas à exclure non plus. Parce que lorsque le pouvoir parviendra à écarter définitivement Ousmane Sonko des élections, bon, on ne peut pas préjuger de ce que les jeunes vont décider, de ce que les jeunes vont faire. Tout à fait. Mais en attendant, il y a un espoir que de toutes les façons, il y aura un changement. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, Ousmane Sonko sera en prison, mais on va quand même le voter. Hein. Quelle peut être la conséquence? On ne sait jamais. On va garder Ousmane Sonko en prison et en même temps, il est candidat. Est-ce que ça donne encore grand espoir au peuple africain de croire à la mobilisation générale? Mais oui, il faut toujours garder espoir. Il faut toujours garder espoir. Maintenant, ce qu'il faut juste faire, c'est prendre la mesure de qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné, de l'action qu'il faut poser. Est-ce qu'il faut des mouvements pacifiques pour éviter le chaos, lequel chaos peut déboucher sur un coup d'État militaire par la prise de pouvoir par des militaires, ou bien est-ce qu'il faut aller dans le sens des démarches pacifiques? Donc, il faut garder espoir parce que le peuple est souverain, le peuple est le plus fort. Maintenant, comment y arrivera-t-il? Voilà une question à laquelle il faut peut-être tenter de répondre. On va vous garder encore pour 5 minutes le temps de donner la parole à notre invité au studio, Kosivi Oyuno Dagbignon. Vous avez suivi Mamadou Mbodj, coordinateur d'un grand mouvement, F24, constitué de la société civile et des partis politiques de l'opposition au Sénégal, très soudés d'ailleurs derrière le candidat Ousmane Sonko qui est d'ailleurs en prison, entre autres chefs d'accusation. Ousmane Sonko, on dit qu'il est en train de corrompre la jeunesse sénégalaise qui s'est réveillée, le soutien. Un problème de parrainage ne s'oppose même pas. Vous avez suivi tout à l'heure Mamadou Mbodj, puisque le peuple est déjà mobilisé. Est-ce que vous y croyez à cette grande mobilisation? Oui, ben on a vu cette jeunesse qui s'est mobilisée pas mal de fois pour pouvoir réclamer la justice dans ce pays. Donc, du coup, en écoutant Mamadou Mbodj, on voit que voilà, ils sont très éveillés, ils sont mobilisés, ils sont debout. Vous voyez. Donc, quand Mamadou Mbodj il parle, on comprend qu'il y a franchement des paramètres vitaux dans ce pays qui peuvent permettre à ce que Sonko participe à ces élections. Vous comprenez? À l'instant de Mamadou Mbodj, vous entendez peut-être un Togolais ou une autre personne qui parle, qui dit la même chose. Connaissant notre pays, on va s'inquiéter, vous comprenez? Parce que au Togo, par exemple, il n'y a pas ces paramètres démocratiques permettant à ce que le dire et le fait se concrétisent. Parce qu'au Togo, on ne peut pas imaginer qu'un juge arriverait à faire ce qui s'est passé au Sénégal. Ça veut dire que il a quand même osé. Il a osé. Donc ça veut dire que voilà, ça veut dire que le Sénégal est sur la bonne voie démocratique. Et à l'instant des autres pays, c'est ce qu'on ne voit pas. Et on comprend que bien sûr qu'au Sénégal il y a encore des prisonniers arbitraires, comme au Togo, vous comprenez. Mais le Sénégal, on a de l'espoir. On a de l'espoir parce que c'est un pays démocratique et on aura suffisamment de la pression au niveau de la société civile et de tous ces mouvements qui sont derrière cette affaire pour que Sonko se présente aux élections. Ça serait une grande joie. Franchement,
panafricaine et même au-delà de ça, pour que effectivement encore en Afrique on puisse plus crier oh mascarade électorale, vous comprenez? Tout donc à fait. Au moins que le Sénégal sauve la démocratie en Afrique, ce que nous inspirons tous, parce que une fois que ça passe comme ça, je pense que dans les autres pays on va commencer par y réfléchir. Donc, à dire que la mobilisation a continué d'ailleurs. Alors, avant de donner la parole à Mamadou Mbouja, de dire son dernier mot dans cette émission d'ailleurs. Alors, Nyamasali Lorsonelou, si nous en sommes arrivés là, parce qu'on est panafricain, c'est parce que il y a toute une mobilisation d'abord au Sénégal et aussi en Afrique pour soutenir Ousmane Sonko. Donc, la mobilisation, la détermination, l'engagement a quand même payé son prix. Nyamasali Lorsonelou. Tout à fait, Amos. Je pense que ce qui se passe au Sénégal, en réalité, est au cœur même de la problématique de la panafricanité. Vous voyez, les Africains, la jeunesse africaine veut un changement, veut que l'Afrique puisse disposer de toute sa souveraineté. Et cette souveraineté passe justement par le droit des peuples à choisir leurs dirigeants. Les démocraties tronquées, où on décide à l'avance qui va être président et on manœuvre à le faire passer contre la volonté d'un peuple, ce n'est pas la démocratie. Et c'est ça qui amène justement les patriotes militaires à faire des coups d'État, parce que c'est au lieu qu'on laisse la démocratie dans tous ses fondements, c'est-à-dire la capacité des peuples à choisir leurs dirigeants, on leur impose des dirigeants. Et on voit que c'est à cette manœuvre que essaie de faire le président Macky Sall. Comment on peut comprendre on peut comprendre qu'il veut exclure un candidat soutenu par la jeunesse sénégalaise, soutenu par le peuple sénégalais à une élection qui est fondamentale, n'est-ce pas, pour la gouvernance du pays. Et on essaie donc de l'écarter, et ça répond justement à cette volonté des Occidentaux, de la France-Afrique, de manipuler, n'est-ce pas, la gouvernance dans les pays francophones, dans les pays africains. Et ça dure depuis 30 ans, et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse est debout, elle vend debout pour ne plus accepter cette forme d'imposition, cette néocolonialité, cette forme qui obéit à une logique économie de prédation, parce que si nous avons des dirigeants souverains, si nous avons des dirigeants qui sont choisis par leur peuple, ils feront la politique de leur peuple, qui prend en compte l'intérêt de leur peuple et qui aussi diversifie, n'est-ce pas, les partenariats pour maximiser l'intérêt de leur peuple. Mais quand c'est des dirigeants imposés, il ne peut qu'obéir à l'ordre colonial, à l'ordre de prédation et des multinationales et dont les intérêts sont en opposition de force avec la volonté des peuples. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est au cœur de cette problématique, et Macky Sall doit pouvoir s'inscrire dans l'histoire, lire l'histoire et s'inscrire dans l'histoire, parce que de toute façon, il ne va pas aux élections, même s'il veut faire passer un candidat, même s'il maintient Sanko en prison, mais Sanko va sortir de toute façon, parce que le prochain président va le libérer. Tout et à donc, on ne fait que déplacer le problème. Et avec la mobilisation, Sonko prendra un jour le pouvoir au Sénégal. Et comment Macky Sall compte pouvoir réagir par rapport à cette prise de pouvoir par la jeunesse, par le parti de Sonko dans les mois, les années à venir. Donc vous voyez qu'il est dans un culte de ça dans sa stratégie. Il va falloir qu'il sorte de ça pour s'inscrire dans une forme de hauteur. Il a été président pendant 2 mandats, comme les autres prédécesseurs, depuis le président Léopold Sédar Senghor jusqu'au président Abdoulaye Wade, qu'il s'inscrit dans cette dynamique de la tradition démocratique. Il en sortira grand
D'accord. Mais sa stratégie actuelle est vouée à l'échec. De toute façon, ça va lui revenir à la figure comme un boomerang. Et je ne pense pas que c'est très intelligent, cette stratégie qui obéit à des injonctions, quelque part, des groupes d'intérêt français ou occidentaux. Alors, donc, on appelle quand même toute la jeunesse africaine à se mobiliser et à soutenir Sonko dans ce combat pour qu'enfin la démocratie, en tout cas le choix des Sénégalais puissent s'exprimer dans les urnes aux prochaines élections présidentielles. Tout à fait. Merci, Nyamassadi Lossonelou. Alors, Mamadou Mbodja, pour vous libérer en ligne depuis Dakar au Sénégal, où, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a même pas de problème par rapport au parrainage. Le peuple est déjà debout, a déjà soutenu Ousmane Sonko depuis des années d'ailleurs. Donc, la mobilisation est toujours là. Au Sénégal ou africaine aussi. Nous, ici au studio, le grand panafricain Togo l'a dit également que la mobilisation doit continuer. Alors, Mamadi Mbodja, quel est le message concret, puisque nous sommes dans un moment très très crucial, donc on n'a plus beaucoup de temps pour que Ousmane Sonko soit effectivement candidat en février 2024. Quel sera votre message d'abord au peuple sénégalais et au peuple africain, surtout la jeunesse africaine, Mamadi Mbodja? Mais à la jeunesse africaine, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon collègue. Vraiment, il est temps que l'Afrique puisse lever le genou de l'Occident, de l'impérialisme qui pèse sur le cou des Africains et qu'on se libère de tous ces chefs d'État noirs qui sont au service de l'Occident. Il est important que l'Afrique, enfin, puisse bénéficier de ses ressources humaines, mais surtout naturelles. Que les jeunes puissent se battre afin que l'Afrique recouvre sa souveraineté, sa dignité. Et c'est possible. C'est un tournoi décisif aujourd'hui. Et si les jeunes le comprennent, ils doivent se battre pour qu'il en soit ainsi. Pour rompre avec cet ordre colonial, cet ordre impérialiste, évidemment, qui fait que justement, nous ne pouvons pas nous en sortir. Maintenant, les Sénégalais, le message, c'est de se mobiliser. Ils le sont déjà. Il y a un changement. Comme j'ai dit, on est comme entre l'enclume et le marteau. Parce que on veut éviter qu'il y ait encore plus de morts, parce qu'il y en a déjà trop. Il y a déjà 1500 prisonniers politiques. Il y a déjà presque une centaine de morts. Il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de dégâts matériels. Et il y a le chaos qui est là, qui peut arriver et en donner lieu au coup d'État. Il faut éviter cela. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut laisser M. Macky Sall faire ce qu'il veut. Ça, c'est pas possible. Donc, les gens vont rester mobilisés pour qu'il y ait une élection transparente, une élection sincère, une élection apaisée. Et c'est sûr que s'il en est ainsi, il y aura un changement. Et ce changement va profiter forcément à un camp qui est proche ou qui est celui de Ousmane Sonko. Et là, on aura des changements profonds qui vont profiter aux jeunes Africains. Et c'est pourquoi les Sénégalais doivent être mobilisés, la classe politique de l'opposition unie, et nous parviendrons évidemment à dépasser les pièges qui sont tendus par le pouvoir et qui sont tendus par l'impérialisme colonial. Nous sommes des Africains, restons ensemble, des africanistes, battons-nous ensemble et l'Afrique se réveillera, l'Afrique ira de loin. L'Afrique se réveillera, on est déjà réveillé, on ira loin. Il faut toujours garder le calme et maintenir la flamme de mobilisation sur tous les plans. En tout cas, merci beaucoup. Doyen Mamadi Mbodja, je rappelle que vous êtes coordinateur de ce grand mouvement citoyen F24, coalition de la société civile et de l'opposition sénégalaise. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Dakar où la mobilisation bat son plein. Merci et bonsoir. On retrouve, au revoir. Alors, on retrouve au studio rapidement, 2 minutes. On parle de mobilisation. Mamadou Mbodja l'a encore relevé. Il lance un appel à la jeunesse africaine. Se réveille. Alors, le réveil, on le voit. Maintenant, il faut le matérialiser. Je reviens encore au Dagbeyon. Là, on parle en tant qu'Africain, pas que Togolais. Alors, quand on parle de mobilisation, je pense que le mot est pesé, mais est-ce qu'on comprend le sens de mobilisation et de détermination puisque sans mobilisation et détermination, voilà, le juge à Dakar ne peut pas avoir aussi l'audace de réintégrer l'opposant Ousmane Sonko.
Oui, ben ce juge, je pense qu'il a confiance en son peuple. Hein. Ce peuple est debout. Donc voilà, il sait que peu importe ce qui va arriver, s'il donne cette décision, même si on le condamne, le peuple sera derrière lui. Bien sûr qu'au Sénégal encore, on a des prisonniers politiques. C'est parce que Macky Sall est debout. Il est encore au pouvoir. Donc l'enjeu des élections qui vont venir, c'est un enjeu démocratique et de droits de l'homme, parce que si Macky Sall participe à ces élections, à coup sûr, selon nos prévisions, il va gagner ces élections et on n'en parlera plus de prisonniers politiques parce que c'est lui, il va libérer tous les prisonniers politiques, vous voyez. Donc, ce juge, franchement, on le tire chapeau, et la question de la mobilisation et de la détermination, je pense qu'aujourd'hui, plus d'un des Africains, nous sommes déterminés. Vous voyez, nous sommes déterminés, mais ce qui nous manque souvent, c'est cette mobilisation bien coordonnée. Vous comprenez? Au Sénégal, je pense que ce peuple est effectivement mobilisé et déterminé. Si Sonko donne un mot d'ordre aujourd'hui aux jeunes de descendre dans la rue, ils vont le faire. Je pense que Sonko a préféré effectivement la paix et laisser le temps à Macky Sall de réfléchir et de comprendre les enjeux démocratiques dans ce pays pour qu'il revienne à la raison. Vous comprenez? Alors que dans d'autres États, quand on parle de détermination, on parle de mobilisation, c'est autre chose. D'accord. Et le pays où je connais mieux, c'est mon pays, le Togo, où aujourd'hui, on peut parler de la détermination, mais la mobilisation au Togo, par exemple, est tuée dans l'œuf. Parce que même, il n'y a même pas de paramètres constitutionnels aujourd'hui encore pour que, voilà, le peuple puisse sortir dans les rues et réclamer son droit. Vous comprenez qu'il y a de là quelques années, on a refusé au peuple togolais le droit de manifester. On va en parler tout à l'heure, on va en parler. Donc on va clore cette page de la situation sociopolitique au Togo, au Sénégal avec Tchenya Massari Elou. Je pense qu'il a une minute, il a aussi quelque chose à dire par rapport à cette mobilisation qu'on voit maintenant au Sénégal. Avant Tché, je pense que nous, de la diaspora, nous devons aussi quand même nous mobiliser et servir franchement de coup de grâce pour que les règles ou bien les mesures démocratiques soient effectives dans nos États. On ne va pas laisser le Sénégal seul dans cette affaire. Et c'est ce que nous faisons déjà ici. Hein. On le fait toujours d'ailleurs. On doit aller plus que ça parce que tout à fait, aujourd'hui, les États, les dictateurs en Afrique doivent comprendre que l'État, on appelle le 5e État de l'Afrique, qui est la diaspora, doit être fort et peser effectivement en matière de droits de l'homme pour que les choses soient faites comme il faut. D'accord. Alors, que direz-vous par rapport à cette mobilisation qu'on voit déjà au Sénégal? Maintenant, on va parler du Togo, mais est-ce que tu as encore quelque chose à dire par rapport... Parce que c'est impressionnant ce qui se passe quand même au Sénégal. Sans mobilisation, le juge n'aurait pas l'audace de prendre cette décision. Marcelo Solerou. Ben, tout à fait. Les juges sénégalais ont conscience quand même de l'importance de la justice dans les rouages de la démocratie comme pilier fondamental. Ils sont tout simplement en train d'exercer cette indépendance du système judiciaire de l'exécutif. Et c'est un principe démocratique aussi. Il ne faut pas oublier que le Sénégal a inscrit quand même sa politique dans une forme de tradition démocratique et qui a vu des alternances pacifiques dans ce pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Et c'est parce qu'il y a des grands hommes, des intellectuels, des citoyens, des gens qui ont le sens de l'honneur, de l'intégrité, du respect des lois et qui permettent aujourd'hui de sauver tout un pays au bord justement de cette dérive qui pourrait précipiter le pays dans le chaos, voyez-vous. Donc, la démocratie ou la mobilisation, c'est aussi ces valeurs qui permettent aux Sénégalais aujourd'hui de pouvoir assurer cette forme de mobilisation. Même au niveau de la sécurité, au niveau des militaires, voyez-vous la méthode de répression, la méthode répressive systématique violente qu'on voit dans d'autres pays. Il y a des militaires, des responsables de la sécurité sénégalaise qui font preuve quand même de professionnalisme. Ouais, donc c'est tous ces éléments-là qui contribuent à ce que les Sénégalais puissent continuer leur combat de façon pacifique, mais aussi très déterminés pour qu'enfin
le machiavélisme de Macky Sall, vous comprendrez alors le jeu de mots, sans jeu de mots, puisse ne pas aboutir justement à cette fin. Tout à fait. Maintenant, on va parler du Togo, puisque Radio Avolete, c'est dans l'une des langues locales du Togo, Amina, Avolete qui veut dire le combat continue, et en Bambara, au Mali, c'est Kelek Tanye. Aussi, je pense qu'au Congo, on l'a appelé aussi, Bitumba Masuka. Nous, on veut bien, on sait que nos langues ont de la valeur en Afrique. Donc, maintenant, on va parler du Togo, puisque la mobilisation, nous les Togolais, on connaît bien ce mot. Alors, vous avez sorti un billet très clair, objectif, qui a aussi attiré l'attention de notre rédaction par rapport aux élections législatives au Togo, justement le 31, dans quelques jours, le 31 décembre prochain, le mandat des députés à l'Assemblée nationale va expirer. Alors, jusque-là, on ne sait pas pourquoi il y a trop de retard dans l'organisation de ces élections-là. Alors, dans quelles conditions l'opposition va-t-elle participer à ces élections législatives? Le découpage électoral qui pose d'énormes problèmes, le fichier électoral aussi. Vous avez aussi parlé de tout cela dans votre billet. Alors, on l'a bien lu, Nyamassari Lossonelou. Je rappelle que vous êtes analyste politique et un des responsables d'ailleurs de Pyramide, qui est une plante panafricaine qui lutte pour la souveraineté des États africains. Alors, Nyamassari Lossonelou, quel est le lien entre la législature de 2018 et 2023 et le vide constitutionnel soutenu par certains juristes du fait de la fin légale du mandat des députés actuels? Cher Amo, c'est une très très bonne question. La fin de la législature, je dirais, des députés nommés par Fonya Singbe, qui d'ailleurs ne respectent pas leurs propres tests qu'ils ont tripatouillés. Ils ont été élus. Pourquoi vous les appelez députés choisis? Ils n'ont pas été élus, Amos. Rappelez-vous, la mobilisation, on parle tout à l'heure de mobilisation, ce qui se passe au Sénégal n'atteint pas la mobilisation, je dirais, historique. On n'a jamais vu de mémoire d'homme cette capacité d'un peuple à se mobiliser comme un seul homme, comme l'ont fait les Togolais tout au long de leur histoire et plus essentiellement en 2017. Voyez-vous. Alors, cette mobilisation devrait normalement amener à des changements importants et qui devait consacrer à la fin l'alternance. Mais Fonya Singbe a usé de tous les stratagèmes jusqu'à mettre, je dirais, en action la CEDEAO, la conférence, le syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, pour faire pression sur l'opposition togolaise à accepter un calendrier et un découpage électoral unique, toutes les conditions pour que l'opposition ne puisse pas participer à ces élections. Donc l'appel de la C14 à boycotter ces élections, on fait on va être clair, vous parlez de 2018 alors. Exactement. Donc, à peine moins de 10% de la population togolaise s'est déplacée pour ces élections-là. Et vous comprenez que l'élection législative, c'est les représentants du peuple. Et quand il n'y a pas, que le peuple dans son ensemble a refusé, en tout cas n'est pas allé voter, qu'est-ce que Fonya Singbe a fait? Il a juste tout simplement nommé ses députés. Et ces députés, vous allez pu comprendre, ces députés nommés, vous allez pu comprendre tout au long de la législature, ont tripatouillé la Constitution pour faire en sorte que Fort plus rempilé pour un 4e et un 5e mandat. Ils ont changé toutes sortes de lois. Et ce que nous mettons en avant dans notre analyse, c'est que du moment où l'ensemble de la classe politique de l'opposition a appelé au boycott de ces élections, ou du moins à ne pas participer à ces élections-là, ces élections n'ont pas de valeur de légitimité. Et donc, les lois qui en découlent, les dispositions qui en découlent doivent être systématiquement rejetées par l'opposition togolaise. Donc, les éléments de langage doivent pouvoir appuyer cette cohérence politique. Donc, ça veut dire que si hier, on a rejeté ces élections, on ne reconnaît pas à ces élections ni les députés nommés, si aujourd'hui, on est prêt à aller embrasser
leurs décisions iniques qui ne respectent pas la constitution togolaise et les lois en vigueur, quelque part, nous sommes dans une forme d'incohérence politique qui fait en sorte que le régime mafieux de Faure Gnassingbé ne va pas nous respecter. Il va se dire tout simplement que oui, on va boycotter les élections, ou du moins on va critiquer, mais juste après, on va l'accepter. Donc, il y a une certaine incohérence dans cette posture aujourd'hui de s'agglutiner sur la fin de cette mandature pour parler de vide constitutionnel. Ce n'est pas cohérent politiquement, juridiquement. Il y a une incongruité et je pense qu'il faut plutôt sortir de ces politiques, je dirais, de faux fuyants pour s'inscrire dans une réelle dynamique de changement en s'appuyant sur les leviers, les outils. Janvier, vous allez continuer. Avant que vous nous continuiez, on va mobiliser le peuple. D'accord. Je vais relancer tout à l'heure Kossivi Oyirundagbino qui est au studio, mais vous suit très bien parce que cette situation est très embarrassante quand même pour nous, Togolais. On parle de l'élection législative, mais on comprend rien du tout de ce découpage électoral. On sait que le découpage électoral n'est pas en défaveur de l'opposition, ça on l'a dit. Alors dans votre billet, nous on l'a lu, vous dites qu'il est donc nécessaire de rompre avec la rhétorique vide du slogan sur le vide constitutionnel et de s'engager dans un véritable combat pour changer les conditions frauduleuses des futures élections. Ça c'est de vous et vous l'avez dit. Alors en quoi constater le vide constitutionnel et continuer l'engagement dans le combat sont-ils antinomiques et donc non complémentaires? Alors, vous semblez justement dire que pour celles et ceux qui soutiennent le combat du vide constitutionnel, c'est une fin en soi. Oui, on a le sentiment qu'ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle le bluff politique. C'est-à-dire qu'il lance des slogans qui sont vides, qui sont creux et qui n'ont pas de réelle incidence sur la trajectoire de la mobilisation pour régler le problème de fond. C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. La question en jeu aujourd'hui, ce n'est pas la date des élections. Faure Gnassingbé et son régime peut convoquer les élections dans une semaine, dans 2 semaines. Le problème n'est pas au niveau de la date. Qu'il dépasse ou qu'il ne le dépasse pas, l'enjeu n'est pas là, puisqu'ils vont faire les élections. Donc la question n'est pas la date. La question est les conditions d'organisation de ces élections. Alors, si on crie à ce que à partir du 31, on a dépassé la date et par conséquent, il y a un problème, etc. Et si le 1er janvier, on vous dit, venez à ces élections-là, est-ce que vous êtes capable de changer le cours des choses? La réponse est non. À partir de là, il me semble qu'il faut plutôt fourbir les âmes pour attaquer les conditions des élections, parce que c'est les conditions qui vont vous donner des chances de gagner. Il y a le découpage électoral qu'il va falloir revoir parce que c'est unique. À Kara, pour pouvoir élire un député, ça prend à peu près 86 000 personnes. Il faut multiplier ceci par 3 à Lomé. Ça veut dire qu'un député de Kara vaut 3 fois un député de Lomé. Donc, alors que quand on monte à Dapaon, d'accord. Avec la population de Dapaon... Mais justement, l'opposition a le droit de constater ce vide constitutionnel. C'est justement la raison pour laquelle je pose la question. En quoi constater le vide constitutionnel et continuer l'engagement dans le combat sont-ils antinomiques et donc non complémentaires? Oui, parce que cette revendication, c'est très facile pour le régime de pouvoir la satisfaire. D'accord. On vous donne tout simplement une date. Et c'est réglé. Et d'ailleurs, ils ont sorti déjà un calendrier pour dire en mars, les élections vont avoir lieu. Et l'opposition n'a que 2 jours pour pouvoir se mobiliser. Donc, pour l'opposition doit plutôt travailler plus à mobiliser le peuple togolais, c'est ça? C'est ce que vous voulez insinuer? L'opposition doit d'abord comprendre que le fond
de la dynamique, le cœur du réacteur, c'est les conditions d'organisation des élections, notamment le découpage électoral, les fichiers électoraux qui est corrompu, tout le processus de surveillance de ces élections et la proclamation, les CENI, la Cour constitutionnelle, en tout cas toute la machine de fraude depuis le fichier électoral jusqu'à la proclamation des résultats. C'est là où l'opposition doit mettre son point d'inertie et mobiliser la population à ce qu'on change les conditions pour se donner des chances à ce que ces élections ont un sens. La date n'est pas le plus important. Quand l'opposition se mobilise, quand l'opposition va mobiliser le peuple togolais, et c'est là où les chances, justement, de pouvoir inscrire ces élections-là dans une dynamique de changement, on va voir un sens. Nous sommes dans un débat. À mon humble avis. D'accord. Alors, les jurys, pour terminer là-dessus... 30 secondes, puisqu'on doit relancer notre invité. Allez-y, 30 secondes. Oui, les juristes les plus éminents, le professeur Zeus, le professeur Wolou, Maître Degui, ont déjà démontré que, étant donné qu'il y a un gouvernement de fait en place, Faure Gnassingbé peut toujours diriger le pays par décret. Et donc, il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique. Donc, ce débat-là est un débat en trompe-l'œil. Il faut plutôt donner des éléments structurants. C'est-à-dire, en politique, c'est le langage qui est important, le langage politique. Parce que le langage structure l'opinion et amène à l'action. Mais quand le slogan est vide, eh bien, ça n'a pas d'effet sur les masses et les masses ne se mobilisent pas. Donc, c'est là où nous disons qu'il va falloir changer de langage, de rhétorique pour soulever le peuple togolais, à l'amener à cette conscience nécessaire pour provoquer cette rupture de l'équilibre instable pour amener Faure Gnassingbé à comprendre que le Parlement, c'est pas sa propriété privée, ne peut plus nommer des députés au Togo. D'accord. Alors, Kosivi Oyono Daguino, vous êtes au studio de Radio Avoulété. On nous écoute également sur Radio Canal K, basé en Suisse alémanique. Vous avez suivi Eti Nyamasadi lors de l'éloge. Je sais que vous n'avez pas lu son billet, mais vous pouvez quand même le lire plus tard. On en parle maintenant. Lui n'est pas totalement d'accord avec l'opposition. Donc, on peut constater le vide juridique par rapport à ces élections législatives qui sont tellement en retard, mais qui vont se faire plus tard, au fin mars, avril. Alors, quelle est votre réaction? Est-ce qu'il vous a convaincu dans son développement de tout à l'heure? Oui, merci beaucoup. La question du Togo, franchement, c'est une question très épineuse. Vous comprenez, depuis fort longtemps, les Togolais ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, notre frère Thier parle de l'incohérence. Je pense que c'est le mot que j'ai pu capter de mieux, parce qu'au Togo, c'est ça. Il y a l'incohérence dans le système politique au Togo. Et aujourd'hui, bon, au fait, on en a appris, hein, les gens ont dit il y a vide... comment dit-on là, vide politique, machin, tout ça. Et effectivement, les constitutionnalistes, voire les juristes, ils ont démontré qu'il n'y a pas de vide, comment dit-on, vide politique. Donc, du coup, là-dessus, je rebondis sur la question de M. Thier qui parle du mot mobilisateur au Togo. Vous voyez, moi, j'interviens ici en tant que défenseur des droits de l'homme. Donc, nous défendons des faits qui sont contre les droits humains. Au niveau de notre organisation qu'on appelle Citoyens en Action pour le Développement et la Démocratie. Nous recevions pas mal de rapports que nous analysions aussi et qu'on peut déposer au niveau de l'ONU. Vous comprenez? Et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir des signes précurseurs qui causent effectivement ces violations des droits de l'homme. Et la plupart des cas, c'est autour des élections. Donc, événement ou bien fait annonciateur en 2004, c'est qu'il y aura encore beaucoup de violations des droits de l'homme. Vous voyez? Comment, prévoir... Et puisque à chaque élection au Togo, il y a toujours élection, contestation, répression et rebelote. Les prisonniers politiques abondent, tout ça là. Vous voyez? Donc, comment éviter tout ça là? Donc, c'est un processus qu'on doit déjà essayer de voir au niveau de l'opposition togolaise ou bien de la classe politique. Comment cette classe politique s'intercale pour pouvoir éviter les violations des droits de l'homme, pour
pour que le Togo soit toujours cité comme un pays dictatorial et un pays où il n'y a pas du respect des droits de l'homme, ça fait honte en tant que citoyen togolais à l'extérieur, vous comprenez. Donc du coup, le développement de M. Tché est clair, mais c'est qu'il ne situe pas effectivement qui sont les acteurs, qui sont ceux qui peuvent donner ces mots d'ordre. Comment ces gens-là peuvent à chaque fois, on veut toujours dire l'opposition. Et nous, de la société civile, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Non, bon, au fait, écoutez, la société civile... Je ne suis pas l'avocat défenseur des hommes politiques. Oui, attends, la société civile est bien organisée. Au Togo, je pense qu'il y a pas mal d'organisations de défense des droits de l'homme qui sont là. Et il y a des associations, il y a des mouvements de pression. Maintenant, à la tête de tout ça, là, il y a les partis politiques. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu un vrai travail au niveau des partis politiques qui montrent du sérieux à ce que voilà, le peuple puisse adhérer à leur cahier de charge, vous comprenez. Qu'est-ce que les partis politiques font jusqu'à aujourd'hui? Moi, depuis là, on ne comprend rien. Et je vous repose la question, oui, mais la partie politique, oui, mais nous, de la société civile. La question, oui, qui va organiser la société civile? La société civile est organisée par des leaders de l'opposition. Si on va au Sénégal, quand Sonko dit, bon, voilà, on fait, vous comprenez. Quand Sonko a dit aux militants, maintenant, temporisons, non, ils ont temporisé. Si Sonko crie encore, mobilisons-nous, réclamons quoi que ce soit, je suis sûr que la jeunesse là va se jeter dans la masse. Mais au Togo, quels sont ces indicateurs, les indicateurs de la société civile qui vont permettre à ce peuple de se soulever aujourd'hui? Donnons des noms. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre est capable... On ne peut pas comparer aussi la dictature au Togo comme ce qui se... Voilà, ce qui se fait on parle de mobilisation. Ce qui se fait au Sénégal quand même. Oui, mais partout, il faut la mobilisation. On parle de la mobilisation et de la détermination. Quels sont les leaders qui sont déterminés aujourd'hui, qui sont capables d'aller encore en prison? Sonko a été déterminé jusqu'en prison. Vous comprenez? Au Togo, c'est ce qu'on ne voit pas. On a vu Tikpi. Tikpi a été déterminé, mais il a fui la prison. C'est ça qui n'est pas bon. Non, mais vous comprenez? On ne va pas revenir là-dessus. Non. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. De détermination et de mobilisation. Moi, attends, moi, je te dis, nous avons beaucoup de rapports de violation des droits de l'homme. On voit que les citoyens... On ne voit pas les leaders politiques aller en prison, machin, tout ça là au Togo. Vous voyez, on n'a pas vu réellement un vrai leader qui est capable de mourir pour le peuple togolais. Alors que cette détermination doit aller jusque-là. En tout cas, je ne te coupe pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec Consiviero d'Aguignon. Regardez, non, il faut voir les choses. Et Jikli Solupio, toutefois, le peuple est debout, le peuple est déterminé pour lui. Mais, à fin de compte, après tout, il va fuir le pays. Il va rester à l'intérieur. Est-ce que l'opposant courageux, c'est celui qui se fait arrêter? Oui, mais c'est ça. Non, mais tu as vu les Sankara? Non, les Sankara sont là jusqu'à la mort. Aujourd'hui, ils sont vivants. C'est ça. Et on a dit même, on cite même dans la Bible, quand le blé ne meurt pas, il ne germe pas. Il ne faut pas qu'on trompe les Togolais. Les leaders de politique, les leaders de l'opposition, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur détermination. D'accord, on va voir si tu es d'accord avec vous. C'est ça qui fait en sorte que le pays est resté comme ça, vous savez. D'accord. On a vu, je cite effectivement Jikli Solupio. Après les élections, le gars a fui le pays parce qu'il a peur d'aller en prison. On a vu qui là? On a vu effectivement ANC. Il ne fuit pas, mais il ne donne pas le mot d'ordre pour la mobilisation. On a vu la différence avec Tikpi. Tikpi qui est déterminé, qui donne le mot d'ordre, mais à la fin de compte, il a pris la clé des champs. Bon, on a vu... Non. On a vu... Attends, non, c'est ça. Si ces gens ne veulent pas mourir pour le peuple, alors que la lutte, la détermination dont tu parles et la mobilisation conduit effectivement soit à la victoire, soit à la mort. Et on a vu dans beaucoup d'États... En tout cas, au Togo, la dictature au Togo, là, c'est pas comparable, quand même, au Sénégal. Non. On doit aller. Le Togo n'enseigne rien en ce monde. Si on lit dans l'histoire, les mouvements révolutionnaires ont toujours été ainsi. D'accord. Soit le révolutionnaire, il meurt au combat, soit il gagne. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est ça. Dans Sonko, par exemple, quand Sonko parle, la jeunesse est prête à mourir. Parce qu'ils savent que Sonko va aller jusqu'au bout. Il ira jusqu'à la mort. Il va travailler, il va passer par la prison. Mais au Togo, quand on écoutait Tikpi, c'est ça. C'est ce qu'on sentait, que ce monsieur va aller jusqu'au bout.
Mais finalement, il est où? D'accord. Ouais. On va voir si je pense que vous avez suivi Oyono Dagbenyo pour lui, pour pouvoir mobiliser tout un peuple aussi. Il faut de l'audace, il faut de la résistance, il faut être coriace devant ce régime dictatorial, ne pas fuir devant. Est-ce que vous lui donnez raison, Marcel Sonero? Ben, il me semble que ce que dit mon frère Ami Oyono mérite quand même d'être nuancé. Tout à fait. En termes de perspective, il faut, pour éclairer un peu ce point de vue, convoquer quand même l'historicité du combat politique togolais et le prix fort que les Togolais payent pour cette lutte. Voyez-vous, il y a le projet citoyen Pyramide, dont je suis un des leaders, qui a créé un site internet pour documenter toute la souffrance, le sang versé par le peuple togolais depuis 1963. Et les statistiques sont quand même assez horrifiantes. Il y a plus de 10 000 morts. Il y a 2 millions de Togolais à l'extérieur, en exil. Il y a actuellement une centaine de prisonniers politiques qui sont torturés, parmi lesquels une dame, Léla Traoré, à qui on a arraché son bébé. Elle n'est pas jugée depuis 5 ans. Il y a Jean-Paul Omolou, qui n'est pas aussi jugé, qui est torturé, qui est malade. Il y a Aziz Goma qui est grabataire. La liste est assez longue, donc 100 prisonniers politiques aujourd'hui. Et parmi eux, il y a 7 qui ont été assassinés, torturés et assassinés en prison sur des traitements cruels, inhumains et dégradants. Maintenant, revenez sur ma question, s'il vous plaît. Oui, c'est un peu le bilan. Et ce bilan-là, il ne faut pas oublier que nous faisons face à la violence. Et donc, quand on évoque la question d'être courageux, le peuple togolais a été courageux. Nous avons perdu un président. En tout cas, quand Oyono Dagbenyo parle de leader, je voudrais qu'on soit très bref là-dessus. Le leader, c'est le président de la République qui a été le chef du mouvement nationaliste. C'est pourquoi je dis il faut mettre ça en perspective et convoquer l'historicité de notre lutte. Donc votre leader charismatique qui vous a amené à avoir l'indépendance, il a été assassiné. Ensuite, c'est un régime de terreur. Nous avons perdu des leaders comme Tavia Morin, qui a été assassiné. Exactement. ATDP, c'est des armes de guerre. On parle de Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre, il y a eu des roquettes sur sa maison. Donc, il y a des éléments quand même de violation des droits de l'homme qu'il faut ressortir pour comprendre que c'est pas la violence qui est au cœur. Et il n'y a pas de comparatif à faire avec le Sénégal ou à d'autres démocraties. D'accord. Nous avons le peuple togolais. Là, je suis d'accord avec vous. Ouais. On ne peut pas comparer la dictature au Togo et voilà, c'est compliqué. Qui fait en sorte que les leaders qui sont sur le terrain agissent en fonction des paramètres de la dictature qui est une dictature sanglante. Donc, ce n'est pas dans la tombe qu'ils vont pouvoir faire la lutte. En tout cas, je ne pense pas que c'est ce que voulait dire Oyono Dagbenyo. Il faut quand même oser aussi. Hein. Il faut que les leaders... il faut que les leaders... Tout à l'heure, j'ai donné la liste, j'ai donné le chiffre des Togolais à l'extérieur. Pourquoi ces Togolais-là, parmi lesquels mon frère et ami Oyono est à l'extérieur? Vous voyez, on pourrait tous rester au pays et à un moment donné, nous avons été au fond. Mais pourquoi on a dû reculer? Pourquoi on a dû quitter le pays? C'est parce que le rapport de force n'est pas en faveur de l'opposition et l'opposition a choisi d'aller vers une lutte pacifique. Donc, face aux faits, vous avez l'argile, vous avez que les éléments les leviers démocratiques, c'est-à-dire la mobilisation populaire, vous avez que les élections, les négociations, face à une dictature aussi fermée, c'est très difficile. La question fondamentale, c'est de réfléchir sur notre méthode. On va rester là, on doit continuer. On doit continuer. Alors, on doit réfléchir sur notre méthode de lutte et les moyens que nous voulons utiliser justement pour faire face à cette dictature. C'est ça l'élément fondamental. Quand vous donnez les moyens,
Quand vous donnez les moyens, vous verrez que des Togolais seront capables d'affronter ce régime. Mais les menus, c'est ça justement qui a fait que la tragédie de Tipi n'a pas pu prospérer. D'accord, revenons. Ça c'est une parenthèse qu'on doit fermer. C'est une parenthèse qu'on doit fermer. Parlons de ces élections législatives et surtout de votre billet. Alors, votre deuxième mythe, justement, Tinyamasa Losonelou, se résume à rejeter toute idée de transition inclusive pour, en revanche, l'installation d'un rapport de force qui pencherait justement du côté des forces du changement. Alors ce n'est qu'à partir de là qu'on pourrait initier, dites-vous, une transition balisée par des conditions généralisées, bien génératrices, je l'ai dit, des forces motrices et d'énergie pour rompre l'équilibre installe du statu quo. C'est ce que vous avez dit. On peut se poser la question sans langue de bois. N'êtes-vous pas dans l'incantation, Tché? Pas du tout, Amos. Tout à l'heure, j'ai évoqué la nécessité de réfléchir sur notre méthodologie de lutte en intégrant tous les paramètres, toutes les variables de l'équation difficile que nous avons depuis une soixantaine d'années. Et dans cette réflexion, il faut comprendre que il y a le langage, les éléments de langage, la rhétorique politique, les slogans qui sont souvent organisés sous forme de slogans ont un effet de structurer l'opinion, de structurer les masses populaires. Et c'est ça qui amène à l'action. Et c'est Karl Marx qui l'a si bien dit. Il dit dans une citation qu'il faut chanter aux masses, pétrifier leurs propres chansons pour les mettre en mouvement. Voyez-vous, c'est-à-dire, quand vous ne savez pas, quand vous ne leur dites pas ce qu'il faut faire, quand vous donnez des slogans l'emporte-pièce, ça veut dire que votre architecture de combat n'est pas bien pensée, et quand la pensée n'est pas bien pensée, l'action qui en découle est une action qui est vouée à l'échec. Aujourd'hui, on entend ce langage de réclamation, de revendication de la transition. La transition n'est jamais l'objet d'une revendication politique. C'est le résultat d'un rapport de force. D'accord. Rapport de force en termes de mobilisation populaire qui amène le régime à comprendre que, il est obligé. Et Tinyamasa, dans la situation actuelle, qui réclame cette transition actuellement? Qui réclame la transition? Quelle opposition? On entend dans le langage politique, cette réclamation de la transition, c'est repris par un certain nombre d'organisations, et on se demande sur quel pied ils sont en train de danser. Et il faut toujours convoquer l'histoire politique. Il y a eu transition au Togo en 90. Pourquoi? Parce que le peuple togolais s'est soulevé contre la dictature. Ça a créé une dynamique de fond qui a amené, il y a des mains, puisqu'on n'a pas réussi à le dégager, à accepter les conditions de cette mouvement. Donc maintenant, dans cette situation, on ne peut plus parler de transition parce qu'il n'y a pas de rapport de force. Exactement, qui a amené au gouvernement de Kofi Goma. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens à utiliser la violence pour reprendre le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'opposition a été dégagée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas réclamer, on ne peut pas faire une revendication politique en termes de transition. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de s'organiser pour créer un rapport de force. Et c'est ce rapport de force qui va déterminer. Ça peut être un rapport de force en termes de mobilisation populaire qui va créer systématiquement, qui va imposer cette transition. Ça peut être un rapport de force militaire qui va imposer cette transition. Dans tous les cas, c'est la force qui amène. D'accord. C'est le rapport de force qui détermine la transition. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une revendication politique. On a compris. Sinon, on est en train, on est en train de jouer avec le peuple. On lui lance des éléments qui ne sont pas du tout mobilisateurs. On est dans un jeu de pouvoir peut-être on fait des pieds au régime de force pour pouvoir peut-être des négociations avec nous pour l'accompagner dans sa volonté de s'imposer. Tout à fait. D'accord, on va conclure cette émission. Comme suivi Oino Dagbeignon, vous avez suivi Tinyamasa Losonelou. Justement, au plus tard, fin avril, les élections législatives auront
lieu, et donc selon le gouvernement. Alors, Tché dit qu'il y a certaines oppositions parlent de transition. Pour lui, il faut plutôt parler de rapport de force. Il parle de mobilisation. Comment y arriver dans cette situation-là? Puisque depuis depuis l'élection de février 2020, hein, bien exactement, donc le statu quo, on le voit, hein, la mobilisation peine à se faire au Togo. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, quand c'est vu au Dagouillon. Oui, bon, moi je pense que en 90, Tché a bien souligné qu'il y avait eu cette transition qui était dans l'esprit non connu, ou bien je dirais que le régime méconnaissait effectivement ce qui allait se passer. Donc depuis là, ils ont été à l'école, ils ont connu les conséquences, et jamais je pense que ce régime va accepter une transition au Togo. Donc je pense qu'il faut oublier cette histoire de transition au Togo. Il n'y aura pas, vous comprenez, parce que chaque élection on voit les rapports qu'on recevait des organisations sœurs de droits de l'homme, et on voit qu'on n'arrive pas à imposer effectivement ce qu'il faut pour qu'on puisse parler de transition. Donc il y a eu pas mal des élections, au moins 4 là ou 5, encore on est là, on est dedans. Donc il n'y a pas eu, on ne parle pas de transition. Maintenant, il parle de l'organisation, c'est bien. Donc vous êtes d'accord avec Tché que dans cette situation actuellement, on ne peut pas parler de transition, on ne peut pas réclamer, puisqu'on n'a pas de rapport de force. Voilà, il n'y a pas de rapport de force sur le terrain. Mais est-ce qu'on ne peut pas forcer d'une manière stratégique cette transition? Nous sommes en politique quand même. Au niveau politique, je ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, les leaders de l'opposition, les partis de l'opposition encore au Togo, ils ne pèsent pas. Il faut le dire. Ils ne pèsent plus dans la course, comment dit-on, au fauteuil. En tout cas, il faut rappeler que c'est la dictature qui anéantit l'opposition quand même. Oui, mais on comprend ça. Mais quelle est l'organisation devant cette dictature? C'est ça. Et Tché le démontre, bien dans son communiqué le dit bien. Comment ils s'organisent? Tu vois, et c'est là aussi qu'il parle, mais il ne doit pas bien. Qui sont ceux qui doivent organiser Là, j'ai compris que vous êtes d'accord avec Tché. On va conclure avec vous. Non. On va conclure avec vous. On va laisser Tché comme il est téléphone, on va conclure avec vous. Alors, Tché Nyamassali, là, comme si Viono d'Agbignon est d'accord avec vous, dans cette condition, on ne peut pas parler de transition. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat? Votre bilan, on l'a lu, hein, on revient encore là-dessus. La nouvelle pensée de lutte que vous soutenez, vous parlez d'organisation, finalement, ne s'apparente-t-elle pas à un vieux serpent de mer? Y a-t-il vraiment du nouveau sous le soleil dans la passée politique togolaise? Et que direz-vous pour conclure ce débat, Tché Marcel Losonelou? Non, il me semble, Amos, que ce que vous dites en termes de serpent de mer n'est pas tout à fait juste. D'accord. Dans la mesure où, face à la difficulté, tout à l'heure j'ai parlé d'équation avec des variables, face à la difficulté qui s'oppose à l'opposition togolaise, au peuple togolais, il faut intégrer de nouveaux paramètres, c'est-à-dire la géopolitique. Vous savez que dans la sous-région, il y a un vent panafricaniste qui est en train de souffler, et ce vent va avoir une forme d'incidence sur le peuple togolais. Ça a été le cas dans les années 90 avec le vent de l'Est. Le Togo était calme, le Bénin était en ébullition, le Mali, mais par la suite, il y a eu le 5 octobre. On constate dans l'histoire que les événements mondiaux ont une incidence sur le Togo. Ça a été le cas des élections de 58 qui ont consacré l'indépendance du Togo. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a amené la France à décoloniser et qui progressivement a amené les nationalistes togolais à pouvoir se battre pour l'indépendance. Ça a été la même chose, la conférence de Berlin de 1884 à 85. Ça a eu un incident sur les Togolais avec le protectorat allemand de 1884. Voyez-vous? Donc, à chaque fois qu'il y a un événement mondial, il y a une incidence sur le Togo. La Première Guerre mondiale a aussi cette incidence sur le Togo, a amené les Allemands à perdre le Togo, et le Togo a été divisé entre les Britanniques et les Français. Et donc, le panafricanisme aujourd'hui va avoir une incidence sur le Togo dans la prochaine période. Il va avoir un mouvement de révolution, un mouvement de soulèvement des Togolais
Et donc, l'opposition doit se projeter dans cette perspective et intégrer ces nouveaux paramètres. Mais soyons conscients, l'opposition, et nous de la société civile, que faisons-nous également? Oui, quand je parle de l'opposition, je n'ai pas dit les partis politiques. D'accord. C'est-à-dire que je parle de l'opposition. Il faut quand même préciser quand même. Voilà, incluant la société civile, mais pas la société, mais les citoyens, puisque Pyramide s'inscrit dans une dynamique de résistance citoyenne. D'accord. Et à proposer quand même une réflexion sur un triptyque, la rupture. Donc, il faut penser la lutte en termes de rupture, en termes de pensée rebelle et en termes d'état légitime. Voyez-vous. Et donc, en intégrant ces nouveaux paramètres, on construit un schéma de remobilisation, un chemin de guerre qui va mettre en difficulté Faure Gnassingbé. Et il y a des aspects à cela. Il y a l'aspect élection, il y a l'aspect mobilisation, il y a l'aspect aussi de projection, parce que de toute façon, le mandat de Faure qui finit l'année prochaine, ce mandat, il est dans une dynamique de reconstitution, mais ça doit finir absolument en 2030. D'accord. Voyez-vous. Donc, réfléchissons à une action, à une action idoine, une stratégie avec des tactiques, avec des batailles à gagner. Et on inclut tout ça dans une forme de plan holistique, de plan global de lutte, où on assigne des responsabilités à chaque entité en fonction de leur capacité et de leurs moyens. Les partis politiques peuvent jouer un rôle, la société civile a un rôle, la diaspora a un rôle, mais il faut quand même réfléchir à soi sur la table et faire un plan de guerre. Et en fonction de ça, on maximise nos paramètres de force et nos faiblesses. On essaie de travailler là-dessus parce que Faure Gnassingbé aussi a des faiblesses, beaucoup de faiblesses. Actuellement, il est en train d'écumer le champ panafricain. On ne voit pas une dynamique de l'opposition contre sa démarche de séduire les Africains à sa cause. On oublie la dictature, on oublie la souffrance des peuples togolais et on est en train de glorifier Faure. Qu'est-ce qu'on fait en contrepartie? Tout ça va se déterminer dans la prochaine période. Lorsque le peuple togolais va se soulever, les gens vont trouver que vous avez un bon président quand même, etc. C'est pourquoi le soutien qu'on apporte aujourd'hui à la population, à la jeunesse sénégalaise, il faudrait que ça s'inscrive dans une dynamique panafricaine pour que eux aussi nous retournent ce soutien quand le peuple togolais aussi va se soulever. Et cette dynamique citoyenne doit être à l'échelle de toute l'Afrique. Et le Togo tous les panafricains doivent comprendre que si ça ne change pas au Togo, ça risque de tout les contaminer, tôt ou tard, le cancer va se mettre castaillé et il faut absolument que le Togo soit libéré pour qu'enfin l'Afrique soit libérée. En tout cas, le Togo soit libéré pour que l'Afrique soit libérée. Alors, merci beaucoup, Tchie Nyamasadi. Je rappelle que vous êtes analyste politique, un des responsables de la plateforme Pyramide, qui se veut panafricain. Vous luttez pour la liberté totale de l'Afrique, le panafricanisme. C'est vous, ça, au niveau de Pyramide. En tout cas, merci, Tchie Nyamasadi. Et à très bientôt pour un autre débat panafricain, débat citoyen. On revient maintenant aussi au studio de Radio Avolete. On nous suit également sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Qu'on suivi au d'Aguillon à chaque fois quand on parle de mobilisation. Je l'ai dit, moi je ne suis pas l'avocat défenseur des opposants, mais voilà, laissons aussi un petit peu en paix les opposants. Nous, citoyens lambda, que faisons-nous également? L'opposition n'a jamais empêché un citoyen lambda de s'organiser. Donc, en termes d'organisation, on a parlé du Sénégal, on a parlé du Togo. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat? Puisque depuis 2023 ans déjà, donc... division par là, on fait du chantage, pato politique. On reviendra la semaine prochaine là-dessus. Moi, je pense qu'on ne fait plus de la politique, mais on fait du niadoua politique. Que devons-nous faire concrètement? Quel message avez-vous tout au long de cette émission? On a parlé de mobilisation. Oui, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a son domaine de travail, vous comprenez. Donc la politique aussi, en gros, c'est une carrière. Donc il y en a ceux qui se sont donnés à faire cette carrière, donc ils doivent la faire de façon potable, qu'on puisse le dire.
Moi, je me rends plus du côté des droits de l'homme, vous comprenez. Donc, dans la société, tout le monde a sa petite pierre à apporter pour que, voilà, on puisse avoir ce qu'on appelle la paix, la justice, l'équité. Mais est-ce que le Togolais le fait si bien? Sans le faire? Oui, l'histoire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un problème où il y a l'instabilité politique. Et ce que les acteurs des droits de l'homme constatent, c'est ça, l'instabilité politique qui débouche sur des violations des droits de l'homme. Pour qu'il n'y ait plus de violations des droits de l'homme, on doit conduire notre pays sur une voie où on peut avoir ce qu'on appelle la stabilité politique. Pour avoir cette stabilité politique, donc, c'est aussi, y compris le régime, y compris les opposants, les partis politiques, y compris les mouvements de la société civile, de trouver, comment on peut dire, un consensus pour que, voilà, ils puissent aboutir en long terme à cette stabilité politique. Mais c'est ce qu'on n'arrive pas au Togo. Vous voyez, on est vraiment dans une guerre qui fait que, voilà, les partis ne peuvent même pas discuter entre eux. L'opposition n'arrive pas à discuter avec le régime. Le régime essaie de dribbler tout le monde. Tu vois, c'est une cacophonie politique au Togo. Vous voyez. Et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, le conseil qu'on peut donner, c'est que si l'opposition veut arriver à dégager ou bien à mettre un terme à la dictature au Togo, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent s'unir pour être forts. Vous comprenez? Mais c'est ce qu'on ne voit pas. Au niveau des citoyens togolais, je pense que beaucoup de citoyens se rangent dans les lignées des partis politiques et écoutent aussi, vous voyez, l'orientation de leur parti politique. Et puis, l'autre côté, nous sommes citoyens en tant que Togolais. Je ne fais pas partie d'un parti politique, mais voilà mon pays qui a mal. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, le Togo va, volo. Ouais. Donc, la question là-bas, c'est que tout Togolais aujourd'hui, que tu sois prêtre, pasteur ou non, machin, tout ça là, on doit réfléchir au bien-être de notre nation. Et quand on parle de nation, nous devons aussi voir certains paramètres. On doit cultiver l'esprit patriotique. Oui, on parle de ça. Mais vous savez que le Togo, on est aussi des peuples d'abord. Il ne faut pas oublier qu'on appelle ethnie. Donc, on parle de 44 ethnies au Togo. Donc, c'est difficile. On n'arrive pas à créer cet esprit patriotique parce que voilà. Et au Togo, on a sous-entendu qu'il y a un peuple qui domine les autres. Tu comprends? Donc, il y a tellement de travail à faire. Donc, moi, en tant que citoyen, si, hormis la question politique et autres, je pense que ma communication, bien mon appel doit aller vers ces différents peuples qui sont au Togo, de se renforcer. On parle des élections législatives qui doivent arriver bientôt. Les élections législatives qui doivent arriver bientôt, je pense que, comme on dit souvent dans notre langue, quand tu n'arrives pas à abattre un arbre très crucial, on peut essayer de tailler et de couper les branches, tout ça là, et l'arbre même peut tomber un jour. Donc, je pense que c'est de façon locale. Moi, je mise plutôt sur ce mouvement local, c'est-à-dire que chaque circonscription doit s'organiser. Donc, vous voulez revenir à ce que Tchikpi avait dit, maillage du territoire. On parle de maillage du territoire. Moi, je vais encore plus loin pour parler de la décentralisation dynamique qui ferait en sorte que chaque peuple au Togo, on va reparler. Chaque peuple au Togo doit s'organiser pour pouvoir émerger sa valeur constitutionnelle et permettre à ce que le tripatouillage, par exemple, électoral, ou bien que fraude électorale ne se reproduise pas sur son territoire. Tu vois? Donc, moi, je lance cet appel que si nous voulons vraiment arriver à solutionner le problème du Togo, que les Akbosso arrivent à s'organiser autour de leurs valeurs pour qu'il n'y ait pas fraude électorale en Akbosso, que les EV essayent de faire la même chose, les Kabiers, les Kotokoli, tu vois, de façon sectorielle. Je pense que la lutte aura plus d'écho et de réussite. Merci. Merci beaucoup, Kossivi Oudou Dagbignon. Je rappelle que vous êtes le président de CADD, Citoyens en Action pour la démocratie et le développement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Mais nous nous rappelons encore cette citation de Frantz Fanon qui nous disait, c'est lourd, hein? Il a dit, chaque génération
doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et le mot trahison revient à chaque fois dans la lutte togolaise. C'est ça. Chers citoyens togolaises et togolais, résistance, résistance, et merci de votre fidélité sur le 3xw.canalk.ch et sur Radio Avolete. Kokole, Tetinta, bonsoir et à très bientôt. Merci.